Oui. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de céder la parole à Éric Le Cerf pour faire l'appel, je voudrais dédier ce conseil municipal au peuple ukrainien. Nous faisons ce soir un acte de démocratie et nous nous apercevons qu'avec les événements internationaux actuels, la démocratie est en danger. Et nous devons la défendre fièrement. Et chaque acte de démocratie que nous pourrons démontrer, comme nous l'avons fait déjà samedi dernier, seront des actes forts. Et je souhaite donc dédier cette instance à l'Ukraine. Je cède la parole à Monsieur Le Cerf pour l'appel. Merci. Monsieur Jules. Présent. Monsieur Prouivot. Présent. Madame Boulogne. Monsieur Delporte. Présent. Madame Caron. Présente. Monsieur Dequet. Présent. Madame Bernard. Présent. Monsieur Pascal. Présent. Madame Bernardini. Présent. Monsieur Latry. Présent. Monsieur Viard. Présent. Madame Duhamel. Présent. Monsieur Level. Présent. Monsieur Fasquelle. Présent. Monsieur Enfry a donné pouvoir à Monsieur Jules. Madame Delporte. Présent. Monsieur Boulgeot. Présent. Madame Mille. Présent. Madame Divoire. Présent. Monsieur Savéran. Présent. Madame Watté. Présent. Madame Sylvestre. Monsieur Fourcroy a donné pouvoir à Monsieur Prouivot. Madame Lacroix a donné pouvoir à Madame Caron. Madame André-Jacques. Présent. Monsieur Condette. Présent. Monsieur Miellot a donné pouvoir à Monsieur Condette. Madame Leporc a donné pouvoir à Madame Lebon. Madame Lebon. Présent. Monsieur Delacour. Madame Leduc. Madame Malayode. Monsieur Altazin. Présent. Bien, merci beaucoup. Vous trouverez, comme à chaque conseil sur votre table, les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, ainsi que les 2 procès-verbaux que vous avez reçus et dont nous devons approuver le contenu. Ainsi, je vous propose d'approuver le contenu du procès-verbal du 5 octobre dernier. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Aussi, l'approbation du procès-verbal du Conseil du 23 novembre 2021. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Il y aura donc sur le livret 2 signatures à faire pour les 2 approbations de procès-verbaux. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Roland Delattre, qui est chef de mission pour Petite Ville de demain et qui va nous présenter l'avancée du dossier Petite Ville de demain pour la ville de Saint-Martin. Roland. Merci, monsieur. Je vous informe aussi qu'à l'issue, vous pourrez bien évidemment poser toutes les questions concernant ce dossier. Bonjour à toutes et tous, bonsoir plutôt. Donc, en quelques mots, on va essayer de faire très synthétique. Le programme Petite Ville de demain, c'est d'abord un programme d'État qui va déboucher sur une opération de revitalisation territoriale. C'est un concept juridique précis qu'on va détailler rapidement, qui est clairement en phase avec la stratégie municipale et qui va se décliner sous forme de projet opérationnel durant les 4 ans que va durer ce programme. Donc c'est un programme d'État national pour faciliter le lien entre l'État et l'ensemble des petites villes de moins de 20 000 habitants. Aujourd'hui participent à ce programme 1600 villes qui ont été retenues par les différentes préfectures et un ensemble de 3 milliards d'euros de crédit jusqu'en 2026 a été rassemblé à travers les différents partenaires nationaux et en particulier les ministères. Dans le Pas-de-Calais, si on décline cette stratégie d'État national, on a 22 petites villes qui ont rejoint ce programme et elles complètent de fait les villes qui avaient rejoint le programme Action Cœur de Ville, les villes moyennes. C'est bien donc un programme pour soutenir sur 6 années, de 2020 à 2026, les communes de moins de 20 000 habitants qui exercent ce qu'on appelle des fonctions de centralité sur leur bassin de vie et qui, dans le même temps, montrent certains signes de vulnérabilité. Les fonctions de centralité étant le fait que de la population qui vient utiliser les services et équipements de la ville n'est pas que la population de la ville, mais aussi la population des villes alentours dans un certain rayonnement qui vient profiter des services et équipements mis à disposition sur le territoire municipal. Donc l'offre de services proposée par l'État est renforcée et se veut plus lisible.
Il y a de fait des partenaires nationaux financeurs particulièrement identifiés à travers les différents ministères. Ce programme est porté au niveau national par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la fameuse ANCT, et il est financé en particulier par la Banque des territoires, mais aussi par d'autres agences et services de l'État, comme l'ANA, comme le CEREMA, comme l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. De fait, on a des partenaires nationaux opérationnels qui se sont greffés sur le dispositif, comme les CCI, les CMA, l'AFPA, etc. Et au plan local, bien évidemment, des partenaires volontaires soutiennent le dispositif, au premier rang desquels on peut citer, pour chez nous, la région Hauts-de-France et le département du Pas-de-Calais qui accompagnent les petites villes de demain. Le programme national va s'organiser autour de 3 piliers. Un soutien en ingénierie pour permettre aux villes de préciser leurs projets. Un soutien financier avec des mesures thématiques ciblées très spécifiques selon les dossiers. Et puis l'accès à un réseau grâce au club Petites Villes de demain, que ce soit pour les élus de ces villes ou pour les chefs de projet, les techniciens, en fonction des thématiques abordées. Et puis vous avez un effet concret. Depuis le 1er septembre 2021, je suis donc là en termes d'ingénierie, de coordination, d'animation pour mutualiser les projets Petites Villes de demain, des villes de Saint-Martin-Boulogne d'une part, mais aussi de Le Portel et de Vigny. Donc, ce programme va déboucher sur une opération de revitalisation territoriale. C'est un dispositif créé par la loi Élan du 23 novembre 2018 et c'est un outil nouveau qui est mis à disposition des collectivités locales. Son objectif est très clair, c'est une requalification d'ensemble d'un centre-ville. Et pour cela, on va faciliter la rénovation d'un côté du parc de logement, des locaux commerciaux, artisanaux, et de façon plus globale et plus structurante, le tissu urbain, afin de recréer ou de redynamiser un cadre de vie attractif pour être propice au développement à long terme et durable du territoire. Bon, pour ce qui nous concerne spécifiquement sur le programme Petites Villes de demain sur le Boulonnais, l'ORT va se matérialiser par une convention qui vous sera soumise au courant de l'année 2022. Le calendrier qui pour l'instant est proposé, sur lequel on travaille, c'est que cette convention puisse être délibérée au courant du mois de juin 2022, oui, c'est ça, pour que les différentes étapes se déroulant, on puisse avoir une signature d'un arrêté préfectoral au début de l'automne 2022 afin que Saint-Martin-Boulogne intègre cette opération de revitalisation territoriale du Boulonnais. Les effets immédiats lorsque la convention sera signée, ça va conférer de nouveaux droits juridiques fiscaux avec 4 enjeux: mieux maîtriser le foncier, renforcer l'attractivité commerciale, favoriser la réhabilitation de l'habitat et faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux. Ce dernier dispositif étant le plus nouveau depuis 2018 et on va dire quelque chose qui pour l'instant est relativement peu développé puisqu'effectivement est vraiment lié à la spécificité des projets que les villes peuvent engager. De fait, ce dispositif correspond parfaitement à la stratégie municipale mais aussi intercommunale, puisque sur la CAB, on a déjà une ORT qui existe avec Action Cœur de Ville et dont Boulogne-sur-Mer est la bénéficiaire. De fait, nos 3 petites villes de demain sont pleinement au cœur de la communauté d'agglo et un diagnostic convergent entre les communes est apparu. Vous avez en vert les forces du territoire de notre commune, en orange les opportunités de développement et puis dans la partie du dessous en en jaune clair les parties d'opportunité, en orange les parties plutôt de faiblesse et en rouge les menaces, les inquiétudes qui peuvent porter sur la stratégie. Donc très concrètement, les atouts principaux, c'est une attractivité touristique en progression, c'est des cadres stratégiques d'action pour les collectivités qui sont déjà bien positionnés, c'est des partenaires particulièrement mobilisés et ils nous accompagnent tous précisément depuis le mois de septembre à travers les différentes réunions. Et puis c'est clairement une volonté politique marquée de travail coopératif. En opportunité, on a des enjeux de logement, on a aussi des populations dont le niveau de formation s'élève. On a une offre de formation bien implantée, sur Saint-Martin en particulier, avec les lycées, les collèges.
On a des tissus associatifs d'animation sociale très dynamiques et puis des niveaux d'équipement et de services très diversifiés qui créent les fameux effets de centralité avérés au démarrage. Et Saint-Martin en particulier a un rôle très spécifique puisque c'est vraiment une centralité essentielle sur le Boulonnais. En termes de faiblesse, on a un vrai enjeu démographique et en particulier de baisse démographique, mais aussi d'une baisse démographique marquée par le vieillissement. On a des populations qui sont aux revenus moyens, voire faibles pour certaines petites villes, un foncier disponible qui est vraiment restreint et a priori, avec l'augmentation du coût du foncier sur le littoral et avec la loi qui impose zéro artificialisation nette en 2050, on va avoir cet enjeu de foncier de plus en plus essentiel dans les stratégies de développement municipal et intercommunal. Et puis on a aussi un enjeu de composition des ménages avec des familles avec enfants qui, les statistiques nous l'indiquent, sont de plus en plus monoparentales et en revanche des couples qui sont de plus en plus sans enfants. Et puis une transition numérique qui est clairement à accompagner, que ce soit pour les agents des collectivités ou pour la population des petites villes de demain. Et enfin un dernier enjeu identifié qui est une offre de mobilité douce qui clairement aujourd'hui est à développer plus fortement, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents sur le territoire, ça mérite une attention particulière. Si maintenant on enchaîne avec cette stratégie intercommunale, ça donne 5 axes stratégiques qui sont de fait communs à l'ORT déjà existante sur le Boulonnais. Et ces 5 axes thématiques correspondent effectivement aux ambitions des 3 petites villes de demain et de Saint-Martin-Boulogne en particulier, puisque le premier axe travaille sur une offre attractive de l'habitat, le second sur le fait de favoriser un développement économique commercial plus équilibré, le troisième sur les mobilités et les interconnexions, le quatrième sur les formes urbaines, sur l'espace public de façon plus globale et ses aménagements, et puis le cinquième sur l'accès aux équipements publics, aux services, qui est le cœur, je dirais, des fonctions de centralité des petites villes de demain. Et très clairement, sur ces 5 axes plutôt, la volonté des 3 exécutifs municipaux est tout à fait partagée de proposer une offre commune pour renforcer la synergie des communes de la CAB. Si on s'attache un peu plus spécifiquement à Saint-Martin-Boulogne, donc en complément des éléments déjà présentés, on est bien là sur un petit complément, on a une vraie armature commerciale très solide, c'est un vrai atout. On a une population qui est au revenu moyen et active et qui est effectivement, cette spécificité de la population saint-martinoise est un atout comparé à d'autres territoires du Boulonnais. Et puis une volonté politique d'acquisition foncière pour maîtriser les enjeux justement du foncier et une volonté de développer la nature en ville. C'est vraiment des leviers et des forces essentielles pour pouvoir développer la stratégie municipale. En opportunité, on a clairement une ville qui est au cœur des réseaux de circulation et qui est en capacité de capter des flux de plus en plus. Et puis une offre de commerce, de services qui est diversifiée, qui est même souvent très spécialisée, mais qui se trouve plutôt en périphérie ou sur les grands axes à ce jour. En termes de faiblesse, on a donc clairement la dynamique accélérée de vieillissement de la population qui est un peu plus marquée que la moyenne de la CAB, et puis un accès aux services numériques qui est vraiment à renforcer pour les populations les plus fragiles du territoire. Et enfin, la menace essentielle qu'on peut indiquer, c'est des enjeux de pauvreté, de précarité sociale, avec de fait une concentration à Malbrouck, mais aussi quelques poches très limitées en centre-ville et un peu au Mont-Lambert. En termes de stratégie municipale plus spécifique, en complément donc des axes stratégiques évoqués précédemment, il y a une vraie volonté municipale de travailler sur les 3 pôles urbains, Malbrouck, Ostrov et centre-ville, pour conforter une identité en cours de renouvellement. Le premier axe, c'est vraiment de développer l'identité du centre-ville en reliant Ostrov et en reliant le quartier de la mairie par une voie verte. Le deuxième axe, c'est de redynamiser ces 2 pôles urbains en travaillant sur plusieurs axes, l'aménagement de l'espace public, le développement de l'offre de logement, l'amélioration de l'habitat privé et des bâtiments publics, la redynamisation commerciale en proximité, et puis la création d'un équipement public, culture et numérique que vous connaissez. Et enfin, le dernier axe, c'est d'améliorer l'offre de services de proximité à destination des habitants du quartier Malbrouck.
Au-delà de cette stratégie, ça peut se décliner en quelques exemples rapides de projets opérationnels municipaux qui sont majeurs au cœur de cette stratégie. Autour de l'axe de conforter les services de proximité pour la population, on a bien évidemment la création du lieu culturel de l'atelier prévu durant le mandat, et puis la végétalisation de la cour d'école Ferry-Nacry qui sera engagée dès cette année. Et enfin, autour de l'axe de la transition écologique au bénéfice de la population, on a un dossier très important sur la rénovation énergétique du centre culturel Brassens, qui est vraiment un équipement phare de la commune et particulièrement fréquenté par la population, donc à horizon 2023. Et puis un enjeu de végétalisation progressive d'espaces publics durant le mandat, avec en particulier les transformations autour de la mairie et les cheminements en réflexion. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Roland. Madame Lebon? Roland Delattre. Madame Lebon, pardon de vous interrompre. Oui, est-ce que vous pouvez attendre le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre? Je vous remercie. Oui, donc je disais merci, Monsieur Delattre, pour cette présentation très complète. Bon, il y a beaucoup de choses. On a un peu de mal quand même à voir ce qui va pouvoir être financé et à quelle hauteur. Nous, ce qui nous intéresse quand même, ce sont les chiffres. Là, il n'y a pas de chiffres du tout. Alors, c'est plein de belles choses, hein, plein de choses qui sont intéressantes, hein, que nous avions également aussi dans notre programme, donc on ne peut pas non plus dire que c'est pas bien. Par contre, on voudrait avoir des chiffres, ou tout au moins une idée du chiffrage de ce qui va être pris en charge dans le cadre de ce dispositif. Parce que je pense qu'il y a l'ingénierie. Déjà, ça c'est un accompagnement à l'ingénierie, c'est pas négligeable. Mais ce qui va sortir vraiment en argent sur un projet, je prends au hasard l'atelier qui va coûter pour le moment 5 millions d'euros. Hein, qu'est-ce qui va être pris en charge dans le cadre des petites villes de demain, puisque vous y faites allusion. Donc, est-ce qu'on peut avoir au moins des précisions sur ce genre de choses? Voilà. Merci. Merci pour votre question, Madame Lemont. Dans un premier temps, cette présentation avait pour but de vous dire les avancées du projet. Nous sommes actuellement en phase de signature de la convention définitive qui nous permettra de lancer les projets à l'issue. Donc pour l'instant, on est sur une partie administrative en relation avec l'État et les représentants de l'État, puisque nous allons devoir signer une convention complète d'ORT, puisque sur un territoire, il ne peut pas y avoir plus d'une ORT. On est obligé de s'associer à l'ORT existante qui est celle de Boulogne-sur-Mer. Donc nous sommes dans cette phase de phasage qui devrait arriver, comme vous l'avez vu sur la slide 3, au mois de juin. Et à l'issue, nous pourrons lancer les premières études de financement complète avec les subventions idoines. Nous aurons donc connaissance des subventions quand le contrat aura été signé. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur... On sait que nous sommes ciblés comme étant des villes phares pour obtenir les subventions en priorité. La DSIL, la DETER, c'est un engagement de la sous-préfète, c'est un engagement de l'État. Il y a d'autres subventions et d'autres opérateurs dont vous avez pu voir les noms, l'ANA, l'ADEME... Oui, j'ai vu. Voilà. Je me suis tous ceux-ci n'ont pas encore eu tous les dossiers en main, puisqu'ils ne sont pas signés définitivement, on ne peut pas leur présenter légalement. Nous avons besoin d'un cadre juridique pour présenter légalement les dossiers auprès des financeurs. D'accord, donc tout ce qu'on vient de voir, ce sont des suppositions, c'est hypothétique. Hein. C'est finançable. C'est finançable, d'accord. Bon, on verra le moment venu. Merci. Mais on l'attend avec impatience. D'autres interventions? Non? Merci beaucoup Roland pour cette présentation très exhaustive. Nous allons passer au point numéro 1 de l'ordre du jour, qui est le débat d'orientation budgétaire présenté par Caroline. Merci Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Vous le savez, le Code général des collectivités territoriales prévoit la tenue d'un débat d'orientation budgétaire 2 mois précédant le vote du budget primitif. Cela nous permet ainsi de présenter les grandes orientations du prochain budget. Je le rappelle, celui-ci donne lieu à un débat et non à un vote. Je vous propose ainsi de revenir sur le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été fourni à travers plusieurs points.
Donc tout d'abord le contexte économique général, les rapports avec le PCI, nos orientations budgétaires et bien évidemment notre programme d'investissement pour 2022. Alors revenons tout d'abord sur le contexte général économique et financier qui impacte invariablement nos finances locales. L'inflation a accéléré sur la dernière année. La hausse des prix à la consommation en France s'est établie à 2,1% sur 2021, avec un taux en décembre à 3,4%. Cette hausse est due principalement à l'accélération de la composante énergie, qui sera certainement accentuée avec le contexte géopolitique actuel. Les prix de l'énergie et des matières premières ont déjà d'ailleurs vu leur coût augmenter. Cette augmentation des prix des matières premières et de l'énergie n'est pas sans conséquence sur l'investissement local. Ce dernier a été au rendez-vous en 2021 avec une hausse totale des investissements locaux en France de l'ordre de 6,9%. Les collectivités locales ont donc pleinement investi après une année 2020 marquée par l'arrêt économique. Cet investissement risque cependant d'être freiné par les difficultés d'approvisionnement en matières premières auxquelles doivent faire face les entreprises et de ce fait de concourir au report de certains projets devenus trop onéreux du fait de la hausse des coûts de chantier. Au niveau des recettes, la dotation globale de financement reste stable. Pour rappel, elle avait été divisée de presque de moitié entre 2014 et 2017. Et enfin, l'inflation entraîne également une évolution des bases locatives. Ces dernières augmentent de 3,4%, ce qui impactera la fiscalité des ménages et particulièrement de la taxe foncière. Au niveau des rapports financiers entre la commune et l'EPCI, donc l'établissement public de coopération intercommunale, 3 éléments importants sont à retenir. Donc, tout d'abord, le fonds de péréquation dont nous avons déjà parlé au dernier conseil municipal s'est élevé à 193 000 € en 2021. Il constituera une recette pour 2022. 2 dotations de la CAB envers la commune sont également à noter. Donc la DSC, dotation de solidarité communautaire, attribuée sur les mêmes critères que le fonds de péréquation, à hauteur de 68 000 € en 2021. Et plus importante encore, la dotation de solidarité communautaire sur l'équipement, à hauteur de 538 000 € pour notre commune sur la période 2021-2026. Donc on va passer maintenant aux points les plus importants de ce ROP, qui sont les orientations budgétaires et les investissements pour 2022. Donc vous le savez, l'année 2020 a été exceptionnelle budgétairement par les marges dégagées comme par la limitation de l'investissement. Cela a été dû bien évidemment à la crise sanitaire. L'année 2021, quant à elle, dégagerait une épargne nette similaire à 2019. Donc cela montre que nos investissements et notre gestion financière sont au rendez-vous. Nous sommes en mesure d'investir pour nos concitoyens tout en dégageant une épargne nette solide. Cependant, cet autofinancement est attendu légèrement en repli pour 2022. Donc cela s'explique, comme je vous l'ai dit juste avant, par l'augmentation du coût de l'énergie qui va fortement impacter nos dépenses de fonctionnement. Les dépenses de personnel vont également augmenter par l'application des 1607 heures et par la revalorisation du régime indemnitaire. Il conviendra donc d'avoir recours à d'autres ressources de financement pour nos investissements et en particulier de profiter des taux d'emprunt encore bas et du contexte économique encore stable et favorable. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que les banques centrales dans le monde prévoient une augmentation générale des taux d'emprunt qui, par effet de ricochet, impacteront les taux de nos nouveaux emprunts, surtout que maintenant la guerre en Ukraine risque de plus précipiter ces prises de décision. Alors, page 10, on passe au plan d'extinction de la dette qui a été mis à jour donc, au 1er janvier 2022. Qui correspond à l'état actuel de la dette si nous ne faisons pas d'emprunt. Or, comme je viens de vous le dire à l'instant, la conjoncture actuelle nous encourage vivement à recourir à l'emprunt en ce moment, au vu des taux encore bas. Notre endettement est faible et nous avons la capacité de maintenir une annuité comparable à ce que nous remboursons déjà.
En somme, en empruntant maintenant, nous maintenons notre capacité d'investissement sans impacter nos finances outre mesure, puisque nous rembourserons déjà ces sommes. Notez également qu'à notre habitude, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition pour l'année 2022, ce qui me paraît très important de le signaler. Au niveau de l'évolution des dépenses, donc page 15, les dépenses d'investissement ont été grandement impactées par le Covid. Il y a eu un arrêt à la suite du manque de main-d'œuvre et de matières premières. La situation devrait lentement se normaliser en 2022 et nous envisageons un montant de dépenses s'élevant aux alentours de 4 millions d'euros. Je vous ai exposé à l'instant l'impact du coût de l'énergie et du changement de régime sur nos dépenses de fonctionnement. Ajoutez à cela l'emploi du chargé de mission de Petite Ville de demain, porté administrativement par la ville, mais fortement compensé sur une autre ligne par les villes de Le Portel et de 8000. Donc on peut passer aussi maintenant, page 18, au grand programme d'investissement sur la période 2021-2025. Alors ces programmes se répartissent comme présenté en 3 catégories: les investissements récurrents, les investissements réglementaires et les investissements structurants. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que le tableau qui vous est présenté ne prend pas en compte les éventuelles subventions que nous obtiendrons. Vous n'êtes pas sans savoir tous, chers collègues, que les demandes de subventions se déposent une fois les dossiers bouclés, donc le projet totalement ficelé et prêt à démarrer. Alors, en ce qui concerne les investissements récurrents, donc ce sont des investissements qui sont reconduits chaque année pour répondre à un besoin constant d'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Cela correspond notamment au programme de voirie pluriannuelle, à l'amélioration de l'éclairage public et à l'effacement des réseaux. Il s'agit ainsi d'investir chaque année pour nos routes, nos trottoirs et nos éclairages publics. Les investissements réglementaires, quant à eux, correspondent à des investissements nécessaires pour respecter la loi. Il s'agit principalement des dépenses d'accessibilité et de défense incendie. On peut aussi noter ici les travaux du Centre culturel Georges Brassens pour entrer dans le cadre du décret tertiaire que nous avons déjà évoqué. Donc ce décret oblige les collectivités à procéder à une rénovation énergétique de leurs bâtiments d'ici 2030 afin de respecter un taux fixé par la loi. Ainsi, en rénovant le Centre Brassens, nous améliorons l'accueil des spectateurs, les conditions de travail des employés et des artistes, et nous permettons à la ville de respecter la loi. Ces investissements sont généralement très fortement subventionnés puisqu'ils sont pleinement dans les axes de financement de l'État. Enfin, les investissements structurants, donc là on est sur la page 21, ils sont évidemment ceux sur lesquels nous pouvons totalement marquer nos orientations budgétaires. Ces orientations vont tout d'abord dans le sens de la culture, de l'éducation et du numérique par la construction de l'atelier, donc projet de la médiathèque dont nous avons déjà fortement discuté. Le coût est estimé à 5 millions d'euros, donc TTC. Le phasage a été étalé sur 4 ans pour une ouverture estimée en 2025. Je rappelle également que ce phasage n'a pas pris en compte les subventions attendues pour cet équipement. Et pour info, nous attendons environ 2 millions de subventions pour ce projet. Dans le cadre d'investissement pour le bien-être de nos enfants, nous procéderons comme promis à la végétalisation de la cour de l'école Ferry-Nacry, dont le montant des travaux est estimé à 300 000 euros. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails puisque ce projet fait appel d'une délibération juste après. Dans le même cadre, nous investirons dans la construction d'un restaurant scolaire digne de ce nom pour nos élèves, puisqu'il s'agit là d'une nécessité. Nous allons investir également pour dynamiser le centre-ville. D'ailleurs, la création d'un restaurant a déjà été évoquée. Sachez que les études sont en cours pour déterminer les montants d'investissement. Enfin, nous avions annoncé une extension du réseau de vidéoprotection de la ville et nous allons tenir notre promesse puisque nous avons on a fait le phasage en 3 ans. Une délibération est en cours également. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parlera juste après.
Nous espérons également recevoir des subventions aussi bien au niveau national que régional. Alors ces investissements sont nécessaires, ils sont également demandés. Ils nous permettront d'améliorer le cadre de vie, de donner un accès à la culture et au numérique. Nous continuerons à défendre une politique de sécurité efficace par l'amélioration de nos routes et de notre réseau de vidéoprotection. Donc pour financer ces investissements, alors là, si vous voulez, c'est page 25, il nous est possible, comme je vous l'ai précisé, de recourir à un emprunt de 3 millions d'euros en 2022. Donc sachez que cet emprunt n'impactera pas nos finances, outre mesure, puisque nous conserverons la même annuité, et il nous permettra également de ne pas emprunter en 2023 et surtout de profiter des taux qui sont encore actuellement assez bas. Je terminerai ce ROB par un point rapide sur les ressources humaines, donc page 28. Je vais tout simplement spécifier que l'effectif comprend au 1er janvier 2022 179 agents, dont 121 titulaires et 58 non titulaires. Nous sommes ici sur une volonté de maintenir un service public de qualité et efficient, et cela forcément passe par une politique de recrutement ambitieuse, certes, mais raisonnée. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Monsieur... Ça marche. Oui, monsieur Delacour. Merci, Mme Caron. Bonsoir à tout le monde. J'ai plusieurs petites questions sur le débat d'orientation budgétaire, puisque c'est quand même un document assez dense. Moi, je l'ai lu, comme tout le monde ici. Vous parlez en préambule, on parle que les investissements sont financés à hauteur de 36% par l'épargne nette. C'est dans les généralités, ça. Les toutes premières pages. Est-ce que nous sommes dans cette strate? Est-ce qu'on peut dire que Saint-Martin peut financer ses investissements nets à 36% de son épargne nette? Bon, c'est technique, mais vous le citez. Frédéric, peut-être pour une réponse? Page 27. Vous avez apparemment sur le tableau, page 27, la réponse. Ah, moi je la vois pas. C'est un camembert. Page 27. C'est ça. Ah oui, un joli camembert. Le financement de l'investissement, page 27, donc le diagramme stipule qu'il y a un recours à l'emprunt à hauteur de 38%. Oui. Donc l'épargne nette est à 19%. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. En ce qui compte, à un moment, vous parlez aussi dans le préambule, mais je ne sais pas si on est concerné des contrats de Cahors. On n'est pas du tout adhérents, nous, ici à Saint-Martin. C'est un contrat avec l'État, pour vous simplifier. Enfin, je pense que vous le savez. On n'est pas concerné puisque le contrat de Cahors concerne les villes de plus de 50 000 habitants. Oui, il semblait bien. C'est pour ça que je suis assez étonné de le voir en préambule, mais enfin bon, c'est le contexte général, je suppose. Exactement. Bon, c'est bien. Pour parler aussi de la fiscalité locale, il n'y aura pas une augmentation de la fiscalité locale. Or, dans vos documents, il est dit quand même que les valeurs locatives vont augmenter de 3,4%. Donc sur la fiche de la taxe d'habitation de nos concitoyens... La taxe foncière. Sur le foncier, oui. Il y aura une augmentation. Oui, mais... Donc, vous allez me dire que les taux de communaux n'augmentent pas. C'est pas nous qui décidons là-dessus, monsieur Delacour, c'est l'État qui met en place les taux. Je sais bien, non, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une augmentation aussi de la fiscalité locale. Mais c'est pour tout le monde. Par contre, nous, on n'augmentera pas les impôts locaux. Contact. Est-ce qu'on aurait pu avoir un moment, sur la page 12, il y a un comparatif des taux du foncier et du foncier non bâti. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas le taux de l'année dernière. Vous me direz, je pourrais regarder sur ma fiche, mais ça serait intéressant pour tout le monde de le voir. Parce que vous nous parlez des taux proposés, c'est exactement les mêmes normalement. Oui, ça n'a pas changé. Ok. D'accord. Je voudrais aussi une petite précision sur la page 18, ce qui concerne le tableau des investissements. Il y a une ligne restructuration du centre-ville et le restaurant. Ça, le restaurant, c'est ce que c'est. Et la restructuration du centre-ville, qu'est-ce que ça comprend exactement? Alors, on va dire que ça représente la végétalisation et le fait de faciliter le déplacement des piétons et puis des cyclistes. Avec une sécurisation en plus. C'est ça, avec la sécurité. Voilà. D'accord. Parce que nulle part, on n'en a jamais parlé, cette histoire-là. On a parlé du monument aux morts. Mais
On en parle aujourd'hui, c'est le DOB, il est là pour ça, monsieur. Oui, d'accord, nous on découvre. Hein. Oui. Franchement. Et vous posez la question et on vous répond. C'est comme parfait. il se doit. En ce qui concerne, je voudrais revenir sur l'atelier, qui est quand même l'investissement le plus lourd apparemment de votre mandat. Hein. On arrive à 5 millions. Vous parlez d'une possibilité d'avoir 40% de subventions. Guillaume, peut-être une réponse. Vous. Oui, donc bonjour. Sur l'atelier, déjà pour revenir sur ce qui a été dit par rapport à Petite Ville de Demain, la question de Madame Lebon. Petite Ville de Demain va nous permettre d'être fléchés comme Petite Ville de Demain sur des financements qui existent déjà, des terres, des cils. Il y a une case spécifique sur les demandes de subventions où on peut spécifier qu'on est Petite Ville de Demain pour être priorisé là-dessus. Au niveau des subventions pour l'atelier, 5 millions d'euros TTC, j'aurais aimé d'ailleurs, je m'excuse auprès des commissaires de la commission culture, on a dû l'annuler, j'aurais aimé avoir cette explication-là en commission. 5 millions TTC, c'est un montant conséquent, c'est notre plus gros investissement, c'est le cas. Les 2 millions d'euros de subventions, on va pouvoir aller les chercher au niveau national sur l'ADCIL, sur l'ADTER, au niveau régional sur des subventions sur l'environnement, sur la transition écologique. Je pense notamment aux fratries qui vient de REV 3 au niveau région, qui sont des grosses subventions pour le fratrie. La nouvelle Pradette, c'est une subvention d'aménagement du territoire au niveau régional, est en cours de définition. On a reçu ici le vice-président de la région en charge de cette politique qui nous a dit que l'atelier rentrait pleinement dans ces axes-là. Donc on va pouvoir aller chercher des financements régionaux à ce niveau-là. On a également sollicité l'accompagnement de la DRAC qui est important et la DRAC nous suit et notamment est en contact régulier avec Roland Delattre qui est ici présent. Au niveau du département, on pourra avoir des subventions et des aides en accompagnement et en fonctionnement, notamment. Et enfin, on se réserve la possibilité, en fonction de l'évolution de ces demandes de subventions, d'aller chercher la subvention, la DSCE communautaire, donc, qui est spécifiée dans ce DOB. Comme l'a présenté Caroline, ces demandes de subventions ne pourront se faire qu'une fois le dossier établi. Donc là, on a eu l'estimation du cabinet. Les discussions vont se poursuivre en commission culture et ici même. Et une fois cela fait, le concours d'architecte, on va pouvoir spécifier ces demandes de subventions. Les plus gros postes de subventions attendus sont la DTER, la DSIL, la DRAC et les subventions régionales, donc avec aussi une possibilité d'aller chercher des fonds européens via la région de France. Vous bouclez à 2 millions, si je comprends bien, au niveau subvention. C'est un subvention minimum attendu. Si après on peut aller plus loin, on ira forcément plus loin. Oui, parce qu'on peut aller plus loin. Moi, je m'étonne qu'on n'ait pas... C'est un peu malheureux de ne pas avoir situé ce bâtiment en zone prioritaire de la ville. On sait qu'on a un quartier, à Malbrook, où on avait un projet d'ailleurs, et on aurait pu obtenir encore plus de subventions. Mais bon, c'est votre choix. Ça, c'est le but du débat d'orientation budgétaire. Nous, on estime que situer ce lieu culturel unique en centre-ville, c'est le mettre à proximité des collèges, lycées et la plupart des écoles. Évidemment, l'école Anne-Franck est un peu plus loin, mais je ne doute pas que les enfants seront accompagnés pour aller utiliser cet équipement. Et c'est aussi une manière pour nous de penser à faire sortir les habitants de ce quartier. Roland Delattre a présenté qu'il y avait des poches de pauvreté et que la poche de pauvreté la plus importante était au quartier Malbrook. C'est justement en zone prioritaire, c'est pour ça qu'on voulait le faire en zone prioritaire. Venant de la zone prioritaire, je connais un peu ce quartier et j'estime, à titre très personnel, et les collègues de la majorité suivront peut-être cet avis, que le mettre à proximité des écoles et des lycées et en dehors de ce quartier prioritaire, c'est aider les enfants, notamment du quartier prioritaire, à sortir de ce quartier pour aller en centre-ville. Je rajouterai, à titre d'exemple, que le centre culturel Georges Brassens, où nous sommes à l'heure actuelle, reçoit plus, par une politique de médiation culturelle efficace, il reçoit plus d'enfants et de personnes qui viennent du quartier Malbrook que du quartier Maréchal Leclerc. C'est dire la puissance de la médiation culturelle. Et je répète que c'est dommage de ne pas l'avoir mis à Malbrook. Mais enfin, c'est votre choix. Non, mais c'est le but du débat d'orientation budgétaire, c'est pas grave. Entre nous, Malbrook, centre-ville, il n'y a même pas à kilomètre. Il doit y avoir 7 ou 800 kilomètres, je l'ai fait à pied, tranquille. Bref, on va passer à autre chose. Est-ce que vous avez budgété le coût de fonctionnement de votre équipement ? C'est le but
Pardon, désolé, j'avais fermé le micro. C'est le but des discussions qui vont arriver par la suite. On va présenter, sur la prochaine commission culture, on va commencer à discuter du fonctionnement, pour dire d'en rentrer dans une phase de débat avec les commissaires. On estime, pour l'instant, ce sont des estimations vagues, qu'il va y avoir évidemment plusieurs ETP qui vont être dans ce lieu unique. Et pour l'instant, on est évidemment dans cette perspective-là. Donc les calculs qui sont faits au niveau de la gestion des ressources humaines, qui sont de la gestion du maire, sont faits en ce sens-là. Il n'y a pas d'estimation, je ne vais pas donner de chiffres parce qu'il n'y en a pas. Si, il y en a. Je suis désolé, mais là aussi, il y a un ratio financier. Votre établissement va faire... vous avez un coût de construction de 5 millions. On est bien d'accord, 5 millions d'euros. On estime, et ça, je pense que M. Baumy pourra nous confirmer ou pas, mais il y a une règle, c'est le coût de fonctionnement d'un tel bâtiment, c'est de l'ordre de 8 à 10% tous les ans. Vous verrez dans vos calculs, je pense qu'on en approchera. Peut-être. Donc, est-ce que ça, c'est budgété? Parce que ça va nous faire quand même une somme assez conséquente. On aura un taux de fonctionnement, un coût de fonctionnement de l'atelier de 4 à 500 000 euros. Merci Pascal, je bloque sur les zéros. Est-ce que ça, c'est budgété ou pas? Parce que là, oui. À partir de 2023, Alors, évidemment que ça tombe. Monsieur Delacour, excuse-moi, oui. On est sur les ressources humaines un petit peu plus, puisqu'effectivement, on va parler de 5 ETP apparemment qui pourraient être prévus sur cette... Pas plus. Vous mettrez que 4 personnes à l'intérieur. 5 ETP, c'est pas plus. Oui, 5. Oui, 5. Pour l'instant, c'est prévu à 5. L'évolution de la pyramide des âges des emplois de la mairie fait que nous pouvons anticiper, au nombre de départs en retraite actuels, l'orientation de la formation et de la sélection des personnes qui vont venir pour justement animer cet établissement. Et notre association avec la DRAC va nous permettre d'obtenir des subventions de fonctionnement qui pourront nous permettre de faire tourner cet établissement correctement. Donc nous serons accompagnés aussi sur le fonctionnement à l'issue de la construction. Alors je ne pense pas qu'il y ait de subventions sur le fonctionnement, tu me confirmes. Mais ça serait des subventions récurrentes, alors en quel cas tous les ans on aura une subvention qui tomberait, qui permettrait de couvrir une partie de votre coût de fonctionnement. Bon, dont acte, mais enfin moi je demande d'être prudent, puisqu'on parlait du contexte international tout à l'heure. On est en train d'être prudent, monsieur Delacour, je vous ai répondu. Non. Si, sur les ressources humaines, je vous ai répondu. On est en train d'observer la pyramide des âges des ETP pour envisager l'emploi des personnes qui vont... Donc, dans notre budget de fonctionnement naturel, puisque nous avons déjà une somme d'argent dépensée pour des ETP, et puisqu'actuellement, on va envisager la création de ces postes dans ce lieu de culture unique sur le remplacement des personnels actuels qui vont partir en retraite, c'est déjà prévu puisque budgété, vous comprenez ? C'est donc anticipé. Au niveau du personnel, peut-être, vous faites une compensation, il y a des départs en retraite, ce qui est très bien, moi là-dessus, au niveau de l'emploi... C'est le plus gros poste, on est d'accord avec moi. C'est tout le reste, on verra l'ampleur du bâtiment, c'est quand même quelque chose qui va nous coûter assez cher. Je pense que Brassens, déjà, a un certain coût de fonctionner. Alors, l'avantage par rapport au coût de fonctionnement des fluides, Monsieur Delacour, excusez-moi de vous interrompre, mais l'avantage par rapport au coût de fonctionnement des fluides, c'est que les nouvelles constructions, depuis 2022, sont régies par le régime de la construction RE 2020, qui sont très bénéficiaires en termes énergétiques. Donc on devrait moins dépenser que pour la RAP Brassens. Donc forcément, nos coûts de fonctionnement vont se retrouver essentiellement sur la partie ressources humaines que nous allons gérer par anticipation. On verra, j'espère que vous n'ayez pas... Et c'est l'objet du débat, bien évidemment. Pour la GRH. Je voudrais aller maintenant sur la végétalisation de Ferinacri, qui est une chose qui est intéressante d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des subventions dans ce domaine ? Oui, Hélène. Derrière Hélène. Si. Qui chauffe. En fait, on a fait une demande auprès de l'État qui n'a pas abouti. Donc j'ai fait un courrier à Monsieur Surig le Dazen de notre académie qui m'a dit que le projet était intéressant, mais qu'il n'y avait pas de subvention d'État. Bon, on avait quand même une petite idée sur le fait que ça allait être compliqué par ce biais-là. Par contre, au niveau du département, tous les documents ont été transmis au département via Sandra Mille, notre conseillère départementale ici présente. Et donc, il se penche actuellement sur ce point. Donc, je n'ai pas encore la réponse, mais ils sont très intéressés par ce projet, notamment par rapport au fait que ce soit de l'aménagement du territoire, puisque
Bien évidemment, il ne s'occupe pas des écoles élémentaires, hein, c'est la ville qui s'en occupe et non le département, pas comme le collège. Mais ils sont intéressés par le volet aménagement du territoire. Donc là, on est en attente de réponse. Hein. On ne pouvait pas constituer le dossier avant janvier 2022, pour la demande de subvention auprès du département. Bien, merci. Maintenant, je vais passer au... Je m'excuse, hein, moi j'ai tout lu, alors j'ai des loisirs. Je passe à la redynamisation du centre-ville. On en a parlé avec le monsieur là, qui nous a fait un bel exposé. Il y a quand même deux termes qui m'étonnent. Hein, quand vous me dites que vous maîtrisez tout. À un moment, on parle les montants en parlant de ce programme de centre-ville. Hein, les montants sont pour l'instant hypothétiques. Alors là, ce que vous entendez par hypothétique, c'est pas rassurant quand on. Pour l'instant. Il y a un terme au-dessus aussi, c'est le chiffrage est en cours. Mais bon, ça, on comprend. Mais le hypothétique, je trouve que c'est maladroit. Hein, si vous voulez. Nous sommes obligés, pour pouvoir envisager des restructurations, de l'amélioration, de la mise en œuvre d'éléments de sécurisation pour les piétons ou pour la végétalisation, d'inscrire des montants. Les projets sont en cours de construction. Pour l'instant, les budgets ne sont pas sortis. Donc, effectivement, c'est un projet au fil de l'eau qui va nous accompagner tout au long de ce mandat, cette restructuration et cette réhabilitation du centre-ville. Aussi, on avance prudemment pour ne pas annoncer des chiffres illusoires ou trop élevés. Et nous prenons la mesure de l'évolution des cours des matériaux pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc nous regardons avec précaution ce que nous pouvons faire et ce qui est envisageable dans le cadre à la fois de la restructuration de la voirie, qui est un programme à bon de commande qui existe tous les ans, et ce qu'on peut faire en amélioration complémentaire. Ouais, enfin, en plus, on arrive dans une période, comme l'a dit Mme Caron, très très incertaine. Hein, ça, on est bien d'accord. Hein. C'est là où moi je vous appelle à la prudence, notamment pour l'atelier. Je suis désolé, mais moi c'est le genre de truc dans lequel j'irai doucement. J'ai bientôt fini. Hein. On parlait de la redynamisation du centre-ville. Vous savez qu'il y a des commerces qui sont fermés aussi à Saint-Martin, monsieur le maire. Hein. Vous voyez que c'est pas, apparemment, c'est pas si évident. Hein. C'est pas si simple bien que évidemment. Ça. Je voudrais passer à la vidéoprotection. On en parlera peut-être après dans le débat. Hein. Vous avez raison, c'est pas la peine d'alourdir déjà le truc. Puisqu'on a le spécialiste des petites villes, est-ce que le restaurant, le restaurant scolaire rentre dans ce cadre-là? Parce que je vois qu'il y a Vimille et Le Portel. Oui. Il y a une volonté politique, c'est-à-dire que Petite Ville de demain correspond à une ville, sauf que l'État a décidé de nous associer sur l'agglomération 3 communes ensemble. Et on s'est dit politiquement qu'il était intéressant de créer un projet commun, qui soit quelque chose d'un peu différent. Donc on essaie de construire, par rapport au restaurant scolaire, un projet commun des 3 petites villes autour du programme d'alimentation territoriale qui est en train d'être mis en place par la CAB, et afin d'essayer de trouver une image de développement du circuit court, du mieux manger, et d'aider nos enfants à pouvoir en profiter au maximum. On n'a pas la participation, enfin on le verra, là on est en cours d'élaboration. Ce projet est en cours de construction. Bon, enfin, vous voyez, je vais être positif, pour moi c'est un des investissements qu'il faut faire. Hein, je vous remercie. On l'avait aussi, c'est nécessaire si vous voulez vraiment satisfaire un maximum de Saint-Martinois. Je pense que s'il y a un investissement à faire, c'est celui-là en priorité hein, par rapport au reste. Et je voudrais terminer, hein, j'ai bientôt fini, je l'embête, sur la page 11, hein, où on voit les ressources mobilisées pour le financement des dépenses d'équipement en période de 2022-2025. Hein, c'est votre mandat. Si on, d'un côté, la barre rouge, hein, parce qu'il faut le savoir, l'interpréter aussi, le document, c'est pas simple non plus, hein, on voit les investissements, et on voit sur la barre de droite, hein, où ça commence par un petit trait vert. Je ne sais pas si je suis clair pour tout le monde, hein, et ça représente les emprunts. C'est beau, je suis d'accord. À quelle page vous... On est à la 24, ouais. Page 24, c'est un bon souvenir aussi. Si je comprends bien le document, là, on voit l'évolution sur les 4 années à venir. La partie en verte là, de la strate, c'est les emprunts. On est bien d'accord, hein. Donc si on cumule les 4 années, on arrive à plus de 6 millions. On est d'accord, hein. Oui. Et en dessous, il nous est dit qu'on borne le recours à l'emprunt à 7 millions. Donc on arrive carrément aux bornes de nos possibilités d'emprunt. Il y a des emprunts qui se sont éteints en 2021, d'autres qui vont s'éteindre en 2024. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on gardait la même annuité
d'emprunt, ça ne change rien à ce qu'on rembourse actuellement. Si. Non, l'annuité d'emprunt, je vais vous le dire, vous le mettez dans votre document, elle augmente considérablement. Hein. Elle augmente de 70%. Alors, je sais pas si c'est un débat de technicien, je vais le retrouver là dans une des pages. Page 26. Dans la page 10, hein, au tout début. Non, il y a la page 26, monsieur Delacour. Bah. L'annuité avec les nouveaux emprunts. Page 26. Oui, mais le montant en valeur absolue de l'annuité, il augmente de 72%, puisqu'on va passer en 2022, on est à 262 634 euros. Page 10, en bas. Oui. Il s'agit de la nôtre, hein, pas d'un contexte général. Hein, on est à 262 634 euros pour 2022. Et pour 2023, on passera à 454 269. C'est marqué, hein. Si vous faites le ratio, ça fait 191 635 euros de plus d'une année sur l'autre. Et c'est précisé juste après que c'est largement couvert par nos ressources propres. Non, mais ça, c'est de l'emprunt. Monsieur Delacour, je pense que si on veut Non, mais investir, l'annuité est plus lourde, quoi. Il ne faut pas nous raconter de... Elle est On emprunte largement plus, on va compensée devoir par nos rembourser ressources propres. L'annuité ne bouge pas. Si vous regardez sur le tableau page 26, vous avez une explication de l'annuité. Non, ça, c'est du... C'est votre version. Non, c'est pas ma version, c'est clair. Hein. C'est marqué, hein, j'invente rien. Bon, moi j'ai terminé pour moi. Merci. Merci de vos réponses. Et ne vous excusez pas de poser des questions, c'est un débat d'orientation budgétaire, donc vous êtes là pour poser des questions aussi, monsieur Delacour. C'est la dernière ligne du tableau, hein, monsieur Delacour, qu'il faut regarder. Monsieur Delacour, sur regardez l'annuité. la toute dernière ligne, annuité. On est exactement pareil qu'actuellement. Hein. Je ne sais pas où vous allez chercher les... Mais c'est bien, c'est un débat, je suis contente parce qu'au dernier débat, je tiens à préciser, il n'y avait eu aucun échange entre nous. J'étais un petit peu déçue parce qu'on est là justement pour échanger. Donc là, je suis ravie, vraiment. Mais en tout cas, sachez que c'est la dernière ligne qu'il faut regarder. Et sur la dernière ligne, on voit que c'est exactement similaire à ce qu'on rembourse actuellement. Dans le tableau. Le tableau, là, le dernier. Ouais. Le tableau. C'est marqué capital, intérêt, annuité. Non, c'est Mais regardez le tableau aussi. Ce tableau-là, page 26, monsieur Delacour. Non. Oui, non, d'accord, je l'ai vu ce tableau-là. Bon, puis après on va arrêter parce qu'on va y passer la soirée. Hein. Le schéma en lui-même, ce qu'on voit apparaître en jaune et en gris, c'est les nouveaux emprunts. On est bien d'accord. Hein, je vois que vous me suivez. Et nous, les anciens emprunts, en dessous, c'est orange et bleu. Oui. Il y a plus d'orange et il y a moins de bleu. Bon, on regardera au microscope. Merci. Madame Lebon ? Juste une petite question sur le restaurant scolaire. Il va être situé où, en fait ? Alors, on aimerait le mettre pas loin de l'école Ferry-Nacry. On a plusieurs plans possibles. Je laisserai plutôt Patrick en parler, qui a déjà regardé un petit peu cette possibilité. Du restaurant scolaire ? Du restaurant, oui. On en a parlé ? Oui, on en a parlé déjà. On a un emplacement type qui est Square Nacry à l'entrée dans le prolongement de la crèche. Voilà, merci Max. Dans le prolongement de la crèche, sur une partie de foncier qui est actuellement occupée par les espaces verts de la ville, en fait. On en avait parlé. Donc les espaces verts vont bouger. Les espaces verts vont bouger dans un premier temps en partie, en fait, parce que cette cantine occupe un tiers du foncier. Aujourd'hui, là-dessus, ils ont des serres. Et en fait, ces serres, ils peuvent tout à fait venir les déplacer sur notre site de l'Inquiéterie, en fait, où il y a un foncier disponible qui est largement suffisant pour venir implanter des serres. En fait, c'est des serres de pouce, donc ils peuvent très bien les mettre à l'Inquiéterie, en fait. Et donc, ça aura le mérite, effectivement, d'utiliser ce foncier en plein cœur de ville pour faire un équipement qui est intéressant, plus proche des écoles, quoi. D'accord, c'était juste une confirmation. Merci. Pardon. Oui, Madame Malayeux, pardon. Oui, dans la continuité sur les restaurants scolaires, j'aimerais avoir une petite information concernant la synergie que souhaite créer la ville de Saint-Martin-Boulogne avec les communes de 8000 et Le Portel. Que voulez-vous dire par créer des synergies dans la gestion de la restauration scolaire ? Eh bien, nous aimerions travailler sur le plan d'alimentation territoriale qui est en train d'être construit avec la CAB et sur lequel nous aimerions valoriser l'emploi des circuits courts prioritaires et des légumeries possibles à créer sur le territoire. Donc ce serait une association avec la cuisine de restauration publique de Le Portel,
une légumerie possible sur le territoire qui pourrait s'associer à la vente de nos produits, qui pourrait nous vendre des produits de qualité et de proximité pour être dans le total circuit court. Voilà, ce sont les synergies. Nous sommes donc dans le cadre du respect de la loi Egalim qui Oui. s'applique à la restauration collective. Bien sûr. Autre question, vous parlez des cuisines de la ville du Portel. Au niveau de la création du restaurant scolaire sur le square Nacry, nous allons donc créer, fabriquer sur place à Saint-Martin. On n'est pas sur une cuisine satellite. Sur la cuisine pure, on n'a pas encore écrit ce projet-là, on n'est pas arrivé là, on est en phase de négociation, de trouver une solution qui soit la plus juste possible, parce que par rapport à l'ensemble de l'évolution de la transition écologique, il faut aussi éviter les transports ou trouver les moyens de transport qui soient adaptés, donc des véhicules électriques. Donc nous réfléchissons à tout ça et à voir quelle est la meilleure stratégie à mettre en œuvre en termes de dépenses. Oui, donc Et donc on ne sait pas encore, on n'a pas tout déterminé, on est en train de travailler. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir une création d'une synergie des trois communes. Il va y avoir la création d'un restaurant scolaire pour que les élèves des écoles puissent déjeuner. Oui. Mais tout ce qui est fabrication, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être fabriqué au sein de cet établissement, au sein de la commune, Voilà. dans une autre commune avec des déplacements. Exactement, on y réfléchit. D'accord. Et donc, pourquoi faire ce choix, puisque jusqu'alors, nous, Saint-Martinois, déjeuner au collège, il n'y avait pas de souci particulier. En tout cas, sur le précédent mandat, nous n'avons pas eu d'alerte à ce sujet. Non, mais la crise Covid nous a montré les limites de ce système. Le déplacement des élèves, la distanciation. On a retrouvé des élèves qui ont dû passer 15 minutes pour manger à 13h30 et revenir tout de suite en classe, avec un temps d'attente en extérieur qui est très long et très inconfortable en pleine période d'hiver. Aussi, il nous apparaît nécessaire que le déplacement soit plus sécurisé. La rue de la Colonne, vous le savez comme nous, est quand même un axe très fréquenté et peut devenir problématique, surtout à l'heure de sortie de midi. Il nous a donc paru nécessaire qu'un lieu plus confortable, plus adapté à des enfants de primaire qui ne doivent pas aller dans un collège. Je n'ai rien contre la promiscuité, le mélange et la mixité à ce niveau-là, mais je pense que c'est plus judicieux. Et nous le pensons de toute façon que c'est plus judicieux. Est-ce qu'une réflexion, comme on est dans le cadre du débat, on pose bien nos questions. Et en plus, je vous remercie. Aujourd'hui, on n'a pas la parole coupée, on a le temps de finir nos phrases tranquillement. Dans le cadre de cette réflexion par rapport à la fabrication des repas qui pourraient être à la fois pour l'école, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée aussi en lien avec le CCAS, puisqu'il y en a les repas, les portages à domicile. Aujourd'hui, c'est probablement une entreprise extérieure type semi-industrielle ou API ou autre. C'est la réflexion que nous portons justement sur le dimensionnement des cuisines ou d'une ou des cuisines municipales qui pourraient être créées ou réaménagées ou réaméliorées, des lieux de production des végétaux qui seraient consommés, et le restaurant scolaire pourrait servir aussi, peut-être, il y a une école de 8000 qui n'est pas très loin de chez nous et qui pourrait peut-être aussi être utilisée. Et d'autres communes peuvent être intéressées par la centralité du restaurant scolaire de Saint-Martin. D'accord, merci bien. J'ai une autre question relative à la protection sociale complémentaire. En fait, j'ai un problème de compréhension de la phrase qui nous indique la protection sociale complémentaire fera l'objet d'une construction commune avec les représentants du personnel du comité social territorial qui sera élu en décembre 2022. Oui. Mais il y a une nouvelle élection des comités techniques qui va devenir un comité social au fait de la loi, puisque vous savez bien que les CHSCT et les anciennes délégations uniques du personnel ont fusionné en un seul service qui est le CSE. Et donc, il y a l'élection qui va avoir lieu au mois de décembre. Et à l'issue, nous allons revoter des propositions d'accompagnement des personnels de la mairie, dont la protection sociale complémentaire, qui, je vous rappelle, fait partie de la loi. Oui, ça, tout à fait. Mais j'avais un problème dans l'interprétation avec qui sera élu. Donc, on parle bien des représentants, finalement, qui vont être réélus. Bien sûr. Les noms changent, mais le principe reste le même. La protection des agents. On est bien d'accord. Merci bien. Je vous remercie. D'autres questions sur ce débat d'orientation budgétaire ? Je veux bien intervenir. Guillaume, une intervention ? Merci, monsieur le maire, chers collègues. Comme ça a été rappelé plusieurs fois, le débat d'orientation budgétaire, c'est l'occasion de chacun, majorité, groupe d'opposition, de montrer chacun notre vision de la politique.
et en tout cas de l'action pour nos concitoyens. Je comprends sur l'atelier, sur le lieu unique, les inquiétudes, ou en tout cas les questionnements vis-à-vis du fonctionnement ou de l'investissement. Monsieur Delacour, vous appelez à la prudence. Moi, j'aurais tendance à appeler à l'optimisme et à l'idée que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, les gens qui seront à notre place dans 10 ans nous reprocheront de ne pas avoir lutté contre la fracture numérique, contre la fracture sociale et contre la fracture culturelle. Je suis également satisfait de voir qu'il n'y a pas eu de débat sur la rénovation énergétique du centre culturel Brassens, qui montre que c'est quelque chose qui est nécessaire. On est dans une très belle salle qui nous sert pour beaucoup de choses et qui commence malheureusement à accuser son âge. C'est un montant conséquent, mais qui sera fortement subventionné, notamment par des subventions sur la transition énergétique dont nous parlions tout à l'heure, et qui concernera à la fois la réfection de l'équipement, c'est-à-dire climatisation, chauffage, mais également la réfection de l'enveloppe globale pour pouvoir nous permettre d'économiser 60% d'énergie et de passer en label bâtiment basse consommation, rénovation. Pour le reste, bravo et merci à Caroline Caron pour le débat d'orientation budgétaire qui nous permet de voir que nous allons investir pour la culture, pour l'éducation et également pour la sécurité de tous nos concitoyens. Merci beaucoup Guillaume. Madame Lebon. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Pruvot concernant le centre culturel Georges Brassens où se trouve aujourd'hui. Écoutez, oui et non, on se réjouit bien évidemment, puisque ça faisait 10 ans qu'on demandait à ce que cette dépense soit inscrite au budget, puisque c'était extrêmement nécessaire et urgent d'y procéder. Donc bien évidemment qu'on ne peut que se réjouir, ce qui fait que ça n'a pas appelé de réflexion de notre part. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup Caroline. Félicitations aux services financiers de la mairie de Saint-Martin qui font un travail excellent et qui nous fournissent toujours des documents très complets. Il me vient maintenant à passer au vote pour la tenue de ce débat. D'accord ? Si, alors, vous devez prendre acte et donc on doit voter que vous ayez pris acte. Alors nous prenons acte. Est-il des contre ? Des abstentions ? Et donc, si, il faut prendre acte, c'est légal. Voilà. Prenez acte, voilà. Merci, donc à l'unanimité. Point numéro 2, nous allons donc repasser le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 2014 et suivants. Donc il y avait 2 rappels au droit et 2 recommandations. Donc vous avez eu le document. Les rappels au droit, c'était précisé par rapport aux lignes comptables budgétaires. Donc le numéro 1, le rattachement des charges et des produits de l'exercice. Le rappel au droit numéro 2 était de ne constater que des restes à réaliser qui correspondent aux dépenses engagées non mandatées, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14. Les recommandations était celle d'établir un plan pluriannuel d'investissement. Vous avez pu en avoir la présentation dans ce DOB. La recommandation numéro 2 était de développer des outils de suivi du patrimoine s'appuyant notamment sur un diagnostic de l'État et du bâti, qu'on appelle communément le décret tertiaire et qui nous permet d'envisager les rénovations de nos bâtiments publics de plus de 1000 mètres carrés. Et enfin, la recommandation numéro 3 était de s'assurer que chaque compte-rendu annuel d'activité de la concession de la ZAC multisite intègre le calcul du montant de la somme qui est attendue de la part du concessionnaire en application de la clause prévue au premier tiret de l'article 31-3 du traité de concession tel qu'il résulte de l'avenant transactionnel de 2017. Mais Patrick, vous l'expliquerez certainement mieux que moi, mais on ne le fera pas ce soir. Merci. Voilà. Donc, c'est cette présentation du rapport. On vote ou on prend acte là ? Donc là, il y a un vote sur cette délibération numéro 2. Madame Malayeux, d'une question ? J'ai une question à vous poser. En fait, est-ce qu'il serait possible de nous transmettre l'intégralité du rapport définitif de la Cour des comptes pour lequel nous n'avons pas eu information, sinon les points qui sont ici, et l'intégralité des réponses qui ont été apportées
Mais ça vous a été transmis il y a un an. Vous avez transmis sur une délibération la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes et on vous avait transmis les réponses que nous avions faites aux questions qui avaient été faites. Et nous avions eu le document intégral ou Oui, vous aviez eu le document intégral à l'époque. Et en fait, là, si vous voulez, ce qu'on vous présente, c'est uniquement la validation par la Chambre régionale des comptes des réponses qu'on a faites. Autant pour moi, je reprendrai dans mes documents. Et Pas je de souci. reviendrai vers vous si je ne les trouve pas. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, y a-t-il des contre? On vote là les réponses au rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Une abstention? Merci. Donc, très bien. Presque l'unanimité avec une abstention. Merci Madame Malayeux. Vous êtes libre du vote, chacun est libre de s'exprimer, et c'est un lieu de le faire, hein, d'accord. Alors c'est au 18 février 2021 exactement qu'il vous a été proposé ce rapport, avec la délibération idoine. Voilà. Point numéro 3, rapport d'orientation budgétaire 2022 de la communauté d'agglomération. Donc nous devons prendre acte que nous vous avons bien présenté. Voilà, donc nous prenons acte. Contre. Je ne vais pas vous faire la lecture complète, vous avez eu le document aussi. D'accord? Bien. Pas de problème pour la prise d'acte. Merci beaucoup. Point numéro 4. Délibération de principe qui est faite chaque année, c'est l'ouverture des commerces de détail le dimanche. Nous vous présentons comme chaque année 10 dimanches ouverts et nous laissons 2 dimanches en suspens qui seront demandés par les commerçants pour pouvoir les ouvrir à leur guise. Madame Lebon, une question. Oui, merci. Donc concrètement, on passe de 10 à 12 ou c'est 10? Non. En fait, la loi c'est 12. Oui. Sauf que nous, on se réserve le droit de ne pas poser les 12 dates officielles parce qu'il arrive, en fonction de l'actualité, en fonction d'événements particuliers sur le territoire, qu'un commerce ait envie d'ouvrir un dimanche qui n'est pas forcément prévu ou plus adapté à son commerce. Aussi, on leur laisse cette possibilité. Donc on maintient ce qu'on a déjà voté, en fait. Bien sûr. On avait déjà voté pour... oui, mais on le vote chaque année. On le vote chaque année. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Non, d'accord. On avait un doute. Hein. Merci. Non, pas de souci. Il n'y a pas de changement. Merci beaucoup. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Délibération numéro 5, création d'un emploi non permanent, contrat de projet communication en application des règles sur la création d'un poste. Nous avons eu un départ dans nos services à la communication et on a fait un appel à candidature. Voilà. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie pour cette délibération. Délibération numéro 6, modification du tableau des emplois permanents de la collectivité pour 2022, création de 2 postes à temps complet. Effectivement, nous avons recruté un nouveau policier municipal en remplacement de Madame Delbios qui nous a quittés, et nous avons un agent qui passe brigadier chef principal. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Delacour. Je suis pas à droite avec les micros. Hein. Oui, c'est pour la police municipale. Hein. Donc vous disiez qu'il y a une personne qui est partie, la demoiselle qui était... voilà, elle a été nous a quittés. Non, elle a fait part de son désir de nous quitter pour un nouveau projet professionnel. Elle n'est plus policière. Elle n'est plus policière du tout, non. Alors c'est justement toutes les questions qu'on se pose, parce que la police municipale, on sait qu'elle existe. Hein, Par contre, on n'a jamais eu de bilan de leur activité. Moi, j'ai toujours connu ça toute ma carrière, même dans les administrations régaliennes, il y a un bilan qui est fait de l'action... Parce que c'est quand même un service particulier que rend la commune. Alors ça serait intéressant, je ne dis pas d'avoir 50 pages sur la police municipale, mais au moins savoir ce qu'ils font, quoi. Oui. Je me doute qu'ils font quelque chose, hein, c'est pas ce que je veux dire. Donc ils assurent la sécurité. Au moins, ça serait histoire de les valoriser aussi, hein, parce que c'est pas forcément facile. Alors, je ne manquerai pas de constituer ce dossier à votre demande, mais je peux déjà vous donner quelques éléments de réponse sur le fait qu'ils assurent la sécurité au quotidien, mais ça, je ne vous apprendrai rien, vous vous en doutez. Ils essayent d'apaiser les quartiers de la commune.
Ils ont aussi une grosse activité au niveau de la vidéosurveillance et je pense que Maxence nous en parlera pendant sa délibération tout à l'heure avec quelques informations plus concrètes et techniques sur le nombre d'utilisations faites. Ils sont en relation avec la police nationale et la gendarmerie et les rapports plus que cordiaux entretenus par ces deux services de la sécurité nationale font de notre police nationale un élément réputé sur l'agglomération boulonnaise. Alors, si vous nous communiquez ce document, ce serait intéressant aussi d'avoir le budget, avoir la partie budgétaire et la partie un bilan de l'activité. Pour être complet comme ça. Pour un bilan d'activité, forcément, il y aura la partie budgétaire. Notre subvention à la police municipale. Merci. Pas de souci. Très bien. Donc, sur cette délibération, y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Et nous passons à la délibération numéro 7 et je demanderai à Patrick de nous faire cette présentation. Merci. Merci Patrick. Rapidement, l'affaire se déroule dans la zone industrielle de l'Inquiéterie qui est gérée par la CAB, comme d'ailleurs toutes les zones d'activité économique du territoire communautaire. La CAB a été saisie d'une demande de l'entreprise Socoldis. Le plan masse a disparu. Peut-être le remettre. La CAB a été saisie d'une demande de la société Socoldis qui souhaite s'étendre. Ça a été en fait présenté d'ailleurs en commission de développement économique à la CAB. On sait que le foncier à l'Inquiéterie est pas très important. Les entreprises ont parfois des difficultés à se développer. Bref, la CAB nous sollicite parce qu'effectivement sur la parcelle que souhaite acquérir la société Socoldis pour étendre son entreprise, eh bien, il y a un morceau de chemin rural communal qui n'est d'ailleurs plus utilisé, sauf peut-être par les gens du voyage, qui est dans un triste état. Je vais le voir. Et donc, en fait, le projet, c'est effectivement de désaffecter ce chemin rural qui est dans le domaine privé de la commune pour le céder à la CAB. Alors, il y aura une procédure d'enquête publique. Ce qu'on souhaite, nous, c'est en fait... c'est pas le supprimer totalement, c'est en réalité le déplacer. Donc en fait, on est en train de négocier avec la CAB pour que ce chemin, dont le tracé est actuellement en rose, devienne le tracé qui sera dans le futur en bleu. Voilà, pour maintenir cette liaison piétonne et peut-être d'ailleurs la rénover, puisqu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de traverser ce chemin et demain on espère que ce sera plus agréable pour les randonneurs. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Non? Bien, donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette très belle délibération. Et délibération numéro 8, et je redonnerai la parole à Patrick pour la présentation de la cession des propriétés bâties. Ah si, ça y est. Oui, en fait, c'est une délibération on souhaite céder 2 immeubles collectifs et 2 maisons d'habitation qui sont situées Square Nacri. Vous devez les connaître, entre le Square Nacri et précisément les espaces verts de la ville dont on parlait tout à l'heure. La commune n'a pas vocation à être bailleur et donc nous cédons ces biens. Les deux, alors le tout a fait l'objet d'évaluation des domaines. Elles sont d'ailleurs indiquées sur la délib. Pour ce qui concerne les maisons, il y a un droit de préférence qui était proposé aux occupants. Et pour les collectifs, on va les céder à... c'est Habitat du Littoral, Habitat du Littoral qui a donné son accord dans le cadre de la réunion de son dernier conseil d'administration. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Jean-Claude. Oui. J'allais poser la question. Tu poses la question? J'allais poser la même question, en fait. Les locataires qui sont présents dans les appartements vont être... Conservés. C'est une garantie du bailleur? Oui. Parce qu'après, une fois que c'est vendu... Non, le bailleur reprend les baux. Le bailleur s'engage à garder les locataires? Oui. Et est-ce qu'il s'engage également sur le montant du loyer, qui est actuellement assez bas, donc... Alors ça, ce sera à lui de décider. Je pense que les loyers actuels pour un centre-ville de Saint-Martin, compte tenu de la superficie par rapport aux bases locatives, et effectivement, comme vous le faites, sont très bas. Je pense qu'on
ils devront être quand même réévalués pour être en parfaite adéquation avec les prix du marché. D'accord. Et aujourd'hui, il y a encore combien d'employés communaux qui résident à cet endroit? Alors, pour être tout à fait honnête, dans 4 normalement, mais je sais qu'il y en a un qui va quitter les lieux, 5, mais il y en a un qui quitte les lieux, puisqu'il part en retraite, donc forcément... oui, il peut quitter les lieux, oui. Il doit quitter les lieux, et donc il doit être 4 ou 5. Donc il en restera 4. Hein. Voilà, oui. D'accord. Donc, et quel intérêt il y avait à céder, en fait oui, j'ai entendu ce que Patrick Delport disait, mais bon, c'est quand même un bien qui est dans la commune depuis longtemps. C'est venu comme ça? C'est pour récupérer de l'argent Alors, d'une part, forcément, puisque nous vendons ça, c'est un intérêt financier, bien sûr. D'autre part, on n'a pas vocation à être bailleur, et c'est un coût aussi d'entretien. Les bâtiments vieillissent, et ils sont dans un état qui pourrait être compliqué. Et je pense qu'un bailleur a plus vocation à faire de la réhabilitation, et ils sont beaucoup plus accompagnés par les aides de l'ANA actuellement pour la réhabilitation des logements que la mairie de Saint-Martin, même si elle en est propriétaire. Aussi, il nous semble plus judicieux, dans l'intérêt des locataires, qu'un bailleur se charge de la réhabilitation complète de l'ensemble de ces bâtiments plutôt que la commune. Oui, c'est un point de vue. Oui, voilà. Et je pense qu'ils y gagneront plus que nous, de toute façon. Et c'est aussi une mesure d'accompagnement vers le bailleur historique de l'agglomération qui habite à du littoral et qui a fait une offre la plus intéressante sur ce rachat. Oui. Bon, tout si... Madame Malayeux, une question? Ces immeubles et maisons ont vraiment vocation à rester pour un public individuel, privé. Ben oui, vu la typologie. Et à usage d'habitation. Bien sûr, on est bien d'accord. Donc cette vente garantit bien que le bâtiment ne va pas être remodelé. Mais voilà. En général, quand on vend à un bailleur social, c'est pour qu'il continue à y faire du logement, puisque c'est son activité principale. Oui, donc en aucun cas, il y a de vocation autre ou de modification. Il pourrait avoir vocation à être détruit pour être mis aux normes en accessibilité complète, qui parfois, ça coûte parfois un peu moins cher de détruire que de réhabiliter. Alors pour l'instant, l'engagement du bailleur, c'est de les conserver dans l'état et de les laisser accessibles à des familles pouvant y accéder sans problème. D'accord, merci. C'est bon? D'autres questions? Bien. Donc on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc 5 abstentions, enfin 6 avec 7 pardon, avec les deux pouvoirs. Et merci pour cette majorité. Point numéro 9, la végétalisation des cours d'école. Hélène? Donc cette délibération, elle vous engage à approuver la réalisation sur 2 points. Elle vous engage à approuver la réalisation du projet de végétalisation que vous avez sous les yeux de l'école Ferrinacri, et aussi d'autoriser le maire à engager les procédures nécessaires, notamment auprès des entreprises. Donc j'ai déjà été amenée à présenter ce projet l'année dernière au cours d'un conseil municipal de 2021, mais je vais revenir sur certains éléments puisque c'est, on va dire, on est quand même dans la phase finale maintenant. Donc premier point qui me tient beaucoup à cœur, c'est que, et à l'ensemble de l'équipe, c'est que c'est un projet qui est entièrement participatif, de la conception à l'exploitation en passant par la réalisation. Donc monsieur le directeur de l'école Ferrinacri, les professeurs des écoles, les représentants des parents d'élèves, les éco-délégués, l'inspection et aussi l'ensemble des élèves ont participé à cette démarche. C'est-à-dire que nous avons organisé des réunions de groupes de pilotage où au départ, bien évidemment, nous avions une idée de ce que nous pensions que cette cour pouvait, ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle pouvait devenir, mais nous avons tenu compte de l'expérience des professeurs des écoles, des exigences de l'inspection, des envies des élèves et des représentants des parents d'élèves. Donc c'est une démarche participative qui a aussi permis de créer des liens avec le lycée Giraud-Sagnier, parce que j'avais déjà évoqué le fait que la filière menuiserie va réaliser une partie des assises dans le cadre de leur chef-d'œuvre du baccalauréat. Mais c'est aussi une démarche participative et commune à l'interne, puisque ce projet a nécessité et nécessite encore le travail conjoint du service éducation, des affaires scolaires évidemment, du service urbanisme et du service financier de la mairie. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de ces acteurs précieux qui ont beaucoup travaillé, puisque c'est un projet d'ampleur, vous le voyez. Et je tiens à saluer particulièrement l'efficacité et la réactivité du service des affaires scolaires sur ce projet, mais sur tous les autres également.
Donc, mettre les procédures participatives au cœur de nos fonctionnements, c'était une promesse de campagne et sur ce projet, elle est entièrement réalisée. Le second point, c'est la végétalisation. Quand vous regardez le plan, vous voyez bien que de grands arbres, des arbustes, des massifs, des fleurs, mais aussi des légumes vont être plantés. Et donc, ici, il y a une réelle continuité au niveau de la végétalisation avec les projets qui ont déjà été impulsés, notamment par Mathias Pascal, notre adjoint au développement durable. Je pense notamment à ce qui a été fait devant l'école Anne Frank. Donc ce projet qui devient réalité nous permet aussi de réduire l'écart à l'idéal écologique que nous avions présenté aux Saint-Martinois dès notre arrivée et même avant celle-ci. Et enfin, le dernier point qui est une priorité absolue pour l'ensemble de notre équipe, c'est la jeunesse, c'est le bien-être de nos élèves. Là, on va avoir des élèves qui vont vivre, je l'espère, et j'en suis persuadée, de meilleures récréations, un retour plus serein en cours, une attitude qui sera plus propice aux apprentissages. Et donc là, on a une amélioration du bien-être de nos élèves et par là aussi, évidemment, des familles, puisqu'on va faire des parents heureux. Je tiens à préciser, pour répondre à certains parents qui étaient inquiets, et de façon légitime, que les enfants qui ont participé à ce projet, mais qui seront au collège, et on ne les oublie pas, c'est-à-dire que ça me fait quand même un peu de peine de penser qu'ils ont participé activement à la réalisation de ce projet et qu'ils ne pourront pas en profiter. Nous allons bien sûr trouver un moyen avec l'équipe pédagogique du collège Roger Salengro, qui, j'en suis sûre, participera avec nous, de les inclure dans l'exploitation de cette course. C'est-à-dire qu'ils seront invités à l'inauguration, ils seront peut-être même invités à réaliser des plantations, à aller dans notre potager. Enfin, en tout cas, on les fera revenir. Ça, c'est une source sûre. Je n'ai pas encore l'événement exact, mais ce sera fait. Donc là, c'est une réponse à certains parents qui nous ont sollicités. Donc la qualité de vie des élèves sera améliorée. Et enfin, la végétalisation de l'école Anne Frank qui a été menée par Mathias et celle de l'école Ferry-Nacry n'est qu'un début, puisque nous nous sommes engagés durant la campagne à végétaliser l'ensemble de ces cours. Chaque école a des caractéristiques, des besoins et des publics spécifiques, et donc nous nous penchons déjà sur les projets suivants, mais ce ne sera pas forcément le même projet, on en est même sûr. On est déjà en train de travailler sur l'école Rostand. Voilà, si vous avez des questions, je suis bien sûr disponible pour y répondre. Merci beaucoup. Madame Malayeude, et après Monsieur Altazin. Oui, merci pour ces éléments d'information liés à la participation collective pour laquelle nous n'avons pas été associés, mais je suis heureuse aujourd'hui d'entendre que tout s'est bien réalisé, ou en tout cas va se réaliser. Vous y avez été associé indirectement par la commission où tout ça a été présenté avec beaucoup de détails auprès de Monsieur Delacour et de Monsieur Condette, avec qui nous avons échangé assez longuement, mais comme vous ne faites pas partie de la commission, évidemment, vous ne pouviez pas effectivement, en être informé. Et nous ne recevons toujours pas les comptes rendus liés aux commissions dans lesquelles nous ne sommes pas inscrits, pour lesquelles vous nous aviez dit que nous allions recevoir les comptes rendus. Quand elles auront lieu, vous aurez accès aux commissions et aux résultats et aux comptes rendus des commissions. D'accord, donc elles ont eu lieu, mais on n'a pas accès. C'est pas grave, c'était pas l'objet de ma prise de parole. En fait, je voulais juste savoir, c'était le rétro-planning de la réalisation courant 2022 par rapport aux différents phasages et de plantation et d'aménagement, mais aussi la passation des marchés publics. Alors, au niveau des travaux, donc il y a 3 familles de travaux. Il y a les gros travaux qui vont concerner le changement de sol, enfin tout ce qui fait travaux un petit peu le gros œuvre. Ensuite, on a tous les travaux qui vont concerner le mobilier et la fixation du mobilier au sol. Et on a enfin les travaux qui concernent la végétalisation même. Donc cet été, ce sera les 2 premières familles de travaux. Et au mois de novembre, sur octobre-novembre, durant la période des vacances de Toussaint, on passera à la végétalisation, puisque on a pris conseil, bien évidemment, enfin on le sait tous un petit peu, mais auprès du pépiniériste et auprès des services des espaces verts de la ville, que c'est le meilleur moment pour planter tous ces arbres et ces arbustes. Donc ce sera fait durant cette période. Alors, je tiens quand même à vous préciser, Madame Malayode, et à l'ensemble des présents, qu'au départ, nous avions pensé faire 2 phasages. Mais ça, c'était dans l'optique où on avait une partie qui se passait en 2021 et une autre partie en 2022. Et comme les procédures sont assez longues, tout va se passer en 2022 pour ne pas encore rallonger ce délai.
Alors juste par rapport, donc les appels d'offres sont déjà, les cahiers des charges, les marchés publics sont lancés ou pas encore? Oui, ils sont lancés. C'est monsieur Bertin, ici présent, qui s'en est occupé en partenariat avec monsieur Dieu du service des affaires scolaires. D'accord. Et au niveau, alors j'ai une question d'ordre pratique pour la suite, quand tout sera bien, ce bel espace sera créé, tout ce qui est entretien des espaces verts, par qui vont oui, je me permets de répondre. Bien évidemment, on a anticipé, je pourrais vous en parler longtemps, mais bon, bien évidemment, on a anticipé sur le fait que nous allons mettre des végétaux qui correspondent entièrement à notre climat et nécessitent peu d'entretien. Ça, c'est vraiment été important pour nous. Donc, ça va être des haies de charme, des arbres, peu de pelouse. Il y a peu de pelouse. Je tiens quand même à vous préciser que la partie vert pâle, c'est un sol, vous savez, un sol un peu en gomme, en tartan, comme sur les pistes d'athlétisme ou dans les. On le voit autour, vous le voyez sur le haut. Donc, la partie végétale est vraiment sur les extérieurs. Et évidemment, oui, on a prévu que l'entretien soit le plus léger possible par les végétaux qu'on va choisir. Monsieur Altazin avait une question. Ah, pardon. Non, de toute façon, c'est une remarque. Est-ce que vous avez envisagé de faire tout le square Nacry en végétatisation? Vous savez, je vous étonne, genre de monde. Non, mais rassurez-vous, c'est prévu. C'était une idée qu'on avait aussi. Mais c'est pas mal. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? Parce que quand même, je ne vais pas faire mon vieux ronchon, mais c'est quand même un coût conséquent, quoi. La première famille de travaux, elle est quand même importante. Tout ce qui est gros œuvres, gros travaux. Vous défoncez le macadam tout seul. Ouais, une partie, pas l'ensemble, mais une partie, toute la partie qui est sur la périphérie, en fait. Bon, si je vais vous donner quand même quelques détails sur les deux côtés. Le côté Nacry, là où on a les enfants les plus jeunes, CP-CE1, vous avez vu, il y a plus de courbes. On s'est permis de faire un escargot qui permet aux élèves de circuler, vous voyez, courir. En plus, on a prévu un cycle de sécurité routière en vélo. On pourra s'en servir. Donc vous voyez, les enfants, quand ils vont sortir de l'école, auront un petit chemin qui vont leur permettre d'aller déambuler. Ensuite, vous le voyez peut-être un petit peu moins bien, mais c'est marqué tableau noir. Et là, vous aurez 3 tableaux noirs qui seront plantés dans le sol. Et les élèves de CP-CE1 pourront aller écrire librement sur ces tableaux pendant la récréation. Vous avez ensuite un espace qui est assez long jusqu'au potager, qui est une assise en continu, qui va permettre aux enfants d'aller se reposer sur ce coin. Et puis évidemment, des espaces un petit peu plus sportifs, comme le panier de basket, le terrain de basket, bien sûr avec une taille adaptée à cet âge, et puis des jeux de billes. Donc là, avec le potager aussi sur le côté. Donc là, on a vraiment pensé que c'était le plus adapté possible à des CP-CE1. Et de l'autre côté, vous avez des espaces pour jouer à plusieurs. Vous pouvez voir sur le côté les tables et les assises jaunes qui vont permettre de s'asseoir, d'être à plusieurs, mais tranquillement. Et vous avez aussi des espaces où on va pouvoir s'isoler un petit peu plus. Et puis tout l'espace sportif qui prend plus de place du côté des CE2, CM1, CM2. Bien évidemment, on ne voulait absolument pas empêcher les enfants qui se dépensent à chaque récréation. C'est une qualité de continuer de le faire. Mais on voulait aussi permettre aux enfants qui ont envie d'être tranquilles, qui ont envie de se poser, qui ont envie d'être seuls ou de jouer à 2 ou à 3, puissent le faire aussi tranquillement, un petit peu plus loin de l'agitation. Et puis la classe extérieure que je vous avais déjà décrite auparavant. La question que vous nous posez sur l'aménagement du square Nacry, ça me raccroche au fait que quand l'architecte est venu, c'est lui qui a souhaité aussi aménager l'espace pour les parents, en disant qu'il fallait qu'il y ait une continuité. Et c'est vrai qu'il nous a donné aussi quelques idées sur le square Nacry, en disant que ça ferait un bel espace si on continuait, mais c'est effectivement prévu. Parce que du temps, on y était, on voulait faire une jonction centre social Pandève, qui est toujours en cours. De toute façon, on fait toujours des cafés papotes, des cafés parents. Non, mais merci, c'est bien, bravo. Merci, monsieur Delacour. Monsieur Altazin, une question? Bonsoir à tous. Oui, alors par le jeu d'échange qu'il vient d'avoir, en fait, l'essentiel de mes questions a été solutionné. Mais malgré tout, j'en profite quand même pour témoigner de ma grande satisfaction, même si je n'ai rien fait dans ce travail, mais en tout cas, non seulement il est beau, non seulement il est participatif, et il va vraiment donner, je pense, pour une école, puisque j'ai un peu connu le monde scolaire, quelque chose qui pouvait manquer. Alors, j'ai juste quand même un dernier bout de question qui concerne un mot, parce que il est dans la DOB, il y est, et puis là, il y est aussi. Le budget de travaux est estimé à 300 000 € TTC.
Alors 300 000, c'est évidemment un arrondi, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de devis alors. Sinon, vous auriez un chiffre beaucoup plus précis. Si on a un devis, c'est on s'est permis de rajouter quelques milliers d'euros, mais on a déjà un devis dans les 290 000 et quelques, monsieur Altazin. Donc là, vraiment, tout a été chiffré. Et pour revenir à la question également qui se rapproche un peu de ce que vous venez d'évoquer de monsieur Delacour, c'est que sur le mobilier, par contre, là, il y a moyen de passer en revue pas mal d'entreprises, de chercher des bancs différents, des matières différentes, est-ce qu'on fait colorer, pas colorer. Et là, il y a quand même des différences de budget qui sont notables, qui nous ont permis de baisser un petit peu la somme qui était quand même assez conséquente au départ. Donc voilà, et puis vous savez, faire réaliser les assises par le lycée Giraud-Sagné nous permet aussi de réduire les coûts, parce qu'on leur paye uniquement la matière première qui est le bois. Pour le reste, on ne paye pas. Donc c'est là, on est gagnant des deux côtés, donc ça c'est intéressant. Et puis j'ai quand même envie de vous dire qu'on a fait un petit changement sur le plan, parce que je voudrais pas que vous nous fassiez la remarque plus tard, mais le but de foot est de l'autre côté, parce que c'est dangereux de mettre les deux buts dans le même sens. Vous voyez, il y a les assises entre les deux terrains, et si les élèves attendent là que ce soit leur tour ou regardent leurs camarades jouer, le but il est mal placé, donc on a demandé à ce qu'il soit déplacé en face. Voilà, c'était pour le côté. Donc c'est une estimation juste. Alors juste à 5-6 000 euros près. Voilà, oui, enfin, voilà. Par contre, il y a une petite réalisation qui va être réalisée l'année prochaine. C'est la classe extérieure. Tout va être prêt pour qu'elle soit installée. Le sol, les végétaux, mais par contre, les blocs, c'est une somme de 30 000 euros, donc ça nous faisait dépasser la ligne que nous avons ouverte. Et puis nous envisageons éventuellement de le faire également par Giraud-Sagné, mais c'était trop court dans les délais. Donc si ça peut être également le chef-d'œuvre des élèves de l'année prochaine, ce serait une bonne idée. Donc on a décidé de le retarder d'une année scolaire. Merci beaucoup pour cette présentation aussi claire. Ne réduisez pas votre participation, monsieur Altazin. Si vous votez pour cette délibération, bien évidemment, vous aurez grandement participé à ce que l'ensemble des Saint-Martinois soient très heureux de cette arrivée. Mais c'est tout le but de votre place parmi nous ce soir. Bien. D'autres questions, d'autres interventions? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité. Eh bien, je vous remercie pour l'ensemble des enfants de Saint-Martin qui vivront une rentrée scolaire plus verte. Point numéro 10, vidéoprotection, plan pluriannuel. Et je cède la parole à Maxence pour cette présentation. Merci, monsieur le maire. Aujourd'hui, sur la vidéoprotection, on dispose de 40 caméras, 50 vues. Aujourd'hui, ça protège nos bâtiments publics, mairies, maisons de quartier, CCAS, salles de sport, etc. Mais aussi en zone de sécurité prioritaire, Moka, Léon Blum, rue Anne-Franck. Au cours de l'année 2021, c'est pas moins de 31 réquisitions de visionnage et d'extraction des vidéos qui ont été faites par les services de l'État. Gendarmerie, police et les douanes. Ce qui a permis, dans la plupart des cas, des interpellations et également orienter les enquêteurs sur leur investigation. Récemment, donc c'est là en tout début d'année, les gendarmes ont eu recours aussi à notre vidéo de système protection qui a permis l'interpellation et l'incarcération de 2 cambrioleurs pour plusieurs années. Le visionnage nous permet également de déterminer la responsabilité des mises en cause lors des tirs à la carabine qui ont eu lieu rue Ernest Renan, ou encore l'identification d'auteurs de vidéos de rodéo sauvage, les motocross. Aujourd'hui, on va étendre le système de façon à ce qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort dans la ville de Saint-Martin. Donc on va étendre notre vidéoprotection à 26 caméras, 40 vues. Voilà. Si vous avez des questions. Monsieur Delacour, une question? Oui, merci. Bah, quelques remarques. Moi, à titre personnel, ça m'inquiète quand même. Une extension d'une vidéoprotection à ce niveau-là, pour une petite commune comme la nôtre. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille. Ce que j'aurais souhaité avoir, c'est la liste des endroits où vous allez implanter vos caméras. Parce que là, on ne l'a pas. Il est disponible en mairie au service technique. Ouais. Bien sûr, je vous laisse, ça reste quand même assez
assez... Ah oui, non, on est d'accord. Voilà. Enfin, on est conseiller municipal. Mais il est là, sans sortir avec et le montrer à tout le monde. Mais enfin, ça me paraît normal que le citoyen qui est filmé le sache. À Auchan, on vous dit, vous êtes filmé. Dans tous les cas, il y aura des panneaux d'indication comme quoi ils sont filmés. Oui, il y aura zone placée sous vidéosurveillance. Ouais. Bon, on verra, mais moi, ça m'inquiète un petit peu d'en avoir un peu partout quand même. J'ai rien à me reprocher, mais après, je pense qu'il y a quand même une certaine atteinte à la vie privée des gens. Ce sont que les routes, monsieur Delacour. Si c'est des endroits chauds, je sais qu'on avait des problèmes avec les jeux sur le front de la crise, impeccable. Au moins, ça préserve le bien public. Mais si vous mettez des caméras à chaque coin de rue, là, je trouve qu'on empiète vraiment la liberté. C'est pas à chaque coin de rue. Vous pourrez. C'est disponible en mairie. Vas-y, je t'en prie. Au niveau des 31 visionnages. Oui. Tu as parlé de 31 oui, visionnages. Oui. Est-ce qu'on peut savoir sur quel secteur? C'est un seul secteur? C'est sur différents secteurs? C'est différents secteurs. Différents secteurs? Oui. Répartis sur l'ensemble de la commune. Il y a plus de certains endroits ou pas? Quand même. Maréchal Leclerc, beaucoup, parce qu'on a eu énormément de motocross. Ah oui, sur les motocross. Voilà, oui. c'est surtout les motocross. Mais sinon, non, après, c'est vraiment partout. Partout. D'accord. Ok. Il y a une partie qui est financée par le FIPD, non? Oui. On sait à peu près de l'ordre de combien? Je pense que j'avais déjà posé la question, mais non, pas encore. Fabrice, non, on ne l'a pas encore. Madame la sous-préfète s'est engagée, excuse-moi Maxence, Madame la sous-préfète s'est engagée par écrit à nous soutenir très fortement sur le FIPD dans le cadre de l'extension de notre caméra vidéosurveillance. Bon, pour moi, c'est... Et elles marchent tous, les caméras? Parce qu'on a eu une remontée. Bon, moi, je suis franc. Moi, j'ai eu des habitants qui sont toujours un peu râleurs aussi, qui disent « Ouais, mais ça marche même pas. Quand on en a besoin pour les assurances, un truc comme ça, on nous dit que ça ne fonctionne pas. » Alors, est-ce que c'est vrai ou Alors, en tout début de mandat, je ne vais pas vous cacher, on a 25 caméras qui ne marchaient pas sur les 40 qu'on avait. Pourquoi? Parce que l'antenne relais qui était au niveau de l'église était trop puissante. Et donc, en fait, on captait d'autres ondes. Donc, on a fait changer cette antenne. On a mis une antenne moins puissante pour pouvoir capter toutes les ondes. Et aujourd'hui, il est fonctionnel à 100%. Actuellement, on a 10 caméras qui ne marchent pas suite à la tempête. Parce qu'on doit remonter sur l'église pour refaire l'orientation de l'antenne. Okay. Ça pourrait faire l'objet aussi du complément de ce dont je parlais sur la police municipale, puisque c'est l'action de la police municipale. C'est intéressant de savoir qu'il y a eu 31 réquisitions et que ça a permis l'arrestation de X personnes ou de délier certaines affaires. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup, monsieur Delacour. Oui, Juste pour compléter sur le FIPD, la région de France a voté le 27 janvier dernier un dispositif d'aide aux communes de moins de 20 000 habitants pour l'extension de la vidéoprotection qui s'élève à maximum 30 000 euros. Nous rentrons pleinement dans ces critères-là. Donc dès qu'il y aura ouverture de l'appel à projet, nous déposerons une demande pour une subvention régionale. Monsieur Delacour, merci pour ces questions. Merci beaucoup, Maxence, pour cette présentation. Petite remarque philosophique, monsieur Delacour. On est beaucoup plus fliqué avec ça dans notre poche qu'avec une vidéoprotection sur une rue. Et la commune de Saint-Martin n'étant pas isolée en pleine campagne, elle est dans une zone agglomérée assez dense qui vit forcément avec tous ces troubles et toutes ces problématiques naturelles. Et donc ce plan de vidéosurveillance s'insère aussi dans un plan plus large qui est un plan d'agglomération, puisque Saint-Martin est une entrée d'agglomération, vous le savez, et on a donc la nécessité d'assurer pour l'ensemble de l'agglomération une coopération avec la police nationale, ainsi qu'avec la gendarmerie dans le suivi d'affaires. Et les résolutions de cette année en termes de police nationale et l'utilisation de la vidéosurveillance de Saint-Martin a été très utile. Donc nous estimons qu'il est parfaitement justifié de développer, dans le cadre de la coopération avec la police nationale, ce plan de vidéosurveillance. Ce n'est pas un flicage de la population, même si effectivement on peut se sentir gêné d'être filmé. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas en mettre partout et n'importe où, quoi. Quand il y a des points chauds à surveiller, c'est tout. Après, il faut pas en avoir à chaque maison, ça ne sert à rien. Je veux dire, je sais pas. Alors, petite dernière précision technique, la police municipale de Saint-Martin n'est pas un CSU, c'est-à-dire un centre de surveillance, de vidéosurveillance totale et constante.
Les vidéos ne sont regardées que sur demande et sur utilisation sur des zones et des périodes données. Voilà. D'autres questions ou interventions? Madame Lebon? Intervention pour dire qu'effectivement, nous ne sommes pas opposés à la protection, qui peut aller dans le sens de la protection des habitants. Simplement, la remarque de Christian Delacour appelait peut-être un peu de prudence par rapport à la liberté. Voilà, c'est individuel. C'est uniquement ça. Hein, donc, voilà. Nous allons donc nous prononcer pour cette vidéo. Merci. Merci beaucoup. Nous n'en doutions pas. Simplement, un petit rappel sur les informations, il n'y a pas de souci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie et nous en arrivons à la fin de ce conseil. Monsieur Altazin, vous m'avez fait parvenir dans les délais une production très dense qui amène à un questionnement beaucoup plus long. Alors, bien évidemment, cette réunion de ce soir est un vrai lieu d'échange et d'information en amont de la population sur les évolutions de notre commune. Donc vous pouvez vous satisfaire d'avoir participé à ce débat et d'avoir activement participé à la création de nouveautés sur Saint-Martin. Pour aller plus loin, je vous ferai une réponse écrite tout aussi exhaustive que les propos que vous tenez, et je vous informe aussi que les commissions, vu la diminution de la pandémie et l'amélioration de la situation sanitaire sur le territoire national, va nous permettre de faire plus de commissions, plus de réunions en physique et en mairie. Ainsi, vous serez invité, vous pourrez participer pleinement à l'ensemble des propos et des débats qui nous amènent à choisir l'évolution de notre commune. Voilà, et le reste, je le ferai par écrit. Vous voulez faire une... Et après, Madame Malayeude. Alors, enfin, elle était exhaustive parce que j'ai voulu donner des exemples que je n'aurais pas redonnés dans ce contexte-ci, mais en fait, pour que chacun sache simplement quelle est la question, c'est que, voilà, ça tombe bien parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a eu une belle présentation de la végétalisation. Demain, si on parle de végétalisation, je pourrais dire oui, je suis au courant. Voilà. Je suis conseiller municipal et je suis au courant. Et je pourrais même éventuellement donner quelques détails si on m'en demandait. On ne me demande pas souvent grand-chose, j'en conviens. Mais bon, en étant conseiller municipal, il faut être au courant. Et moi, je suis un peu gêné, effectivement, sur la première réponse que vous m'avez déjà faite concernant les commissions. Alors, c'est vrai que les commissions travaillent activement. Bon, elles ne se réunissent pas très souvent quand même. Moi, je n'ai pas été souvent invité pour l'instant, mais je me dis quand même qu'une commission, enfin, quand on pense à une définition de commission, c'est un lieu de travail, d'échange, de co-élaboration, mais on doit revenir à l'instance de temps en temps qui a nommé la commission. Enfin, ça se passe comme ça habituellement. Alors, peut-être pas en commission municipale, mais enfin... Et donc, il serait très intéressant et très informatif à mes yeux, à nos yeux, enfin j'en sais rien, les yeux des autres, mais enfin en tout cas à mes yeux, que nous ayons de temps en temps... Alors, je ne sais pas s'il faut faire une assemblée particulière, intercalaire, enfin j'en sais rien, mais qui amènerait, par les responsables de ces commissions, par exemple, une présentation rapide de quelques sujets intéressants pour qu'on sache qu'ils sont... Parce que sinon, c'est la commission qui est conseil municipal, j'allais dire, bis, quoi. Hein. Et donc, là, j'ai su pourquoi j'ai voté pour la végétalisation. Mais parfois, mes sources d'information, c'est le bulletin d'information municipale. C'est un peu léger. Enfin, c'est pas comme ça. Je devrais savoir que Monsieur le maire pense que le Moulin-l'Abbé devrait être le nouvel emblème de Saint-Martin. J'en sais rien. Oui, pourquoi? Non. Enfin, je n'ai pas d'idée, mais... Il faudrait peut-être qu'on en débatte, il faudrait peut-être qu'on en parle. Pareil, quand on s'engage, ça m'a déplu, c'est vrai. On s'engage pour soutenir, ça je l'ai vu sur le site de la mairie, pour soutenir une jeune fille qui va faire un concours de Miss. Moi, je m'en fous des concours de Miss, personnellement, j'y participe pas. Mais... vous portez bien vos angles et vous seriez certainement magnifique sur le podium. Alors, ce ne sera pas les Miss. Mais je trouve quand même que
je ne sais pas si toutes les femmes dans l'Assemblée, d'ailleurs, seraient d'accord pour, je veux dire, vous voir sur un podium, soutenir les concours de Miss. Soutenir les concours de Miss. Enfin, je sais pas, d'un point de vue éducatif, social, etc., dans l'égalité homme-femme, etc. Enfin, est-ce qu'il faut aller jusque-là? J'aurais aimé qu'on le sache avant. Au fait, on va soutenir une jeune fille pour un concours de Miss. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Peut-être que si j'avais dit que j'étais pas d'accord et que 32 personnes étaient d'accord, c'est très bien, m'en fous, moi. Mais au moins, j'aurais pu dire que j'étais pas d'accord, par exemple. Voilà. Enfin, voilà. C'était ça le sens de mes espoirs, d'en savoir plus et mieux. Voilà. Merci. Je vous confirme que je vous ferai une réponse par écrit. Madame Malayeuse, vous vouliez faire une intervention? Oui, monsieur le maire, comme j'avais prévenu préalablement, je suis arrivée un petit peu en retard. Je m'en excuse encore. Aussi, j'aimerais savoir s'il est possible, comme je n'ai pas assisté du tout à la présentation du dispositif des petites villes de demain. Nous vous transmettrons un document papier. PowerPoint. Voilà. Merci. Il y en a un? Ou alors le PowerPoint PowerPoint via... via... Dans le dossier. Normalement, par mail. vous avez eu le PowerPoint dans le dossier, non? Non. Monsieur Le Cerf va vous le donner. Tout de suite. Vous voyez, vos vœux sont exaucés, c'est formidable. Merci bien. Et s'il y a d'autres amateurs, nous pouvons aussi vous les transmettre aussi. Bien. Eh bien, nous, voilà, donc... Nicolas, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, avec... Bien, je n'avais pas vu Virginie. Merci. Bien, ce conseil municipal est à présent terminé. Je vous remercie de cette bonne tenue. Je tiens, au nom de toute la majorité municipale, remercier et féliciter l'ensemble des agents qui ont œuvré à la mise en place de ce lieu sur la salle Brassens, les services de communication, les services financiers, les services de l'urbanisme et le secrétariat de la mairie qui a œuvré. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et rendez-vous le 31 mars prochain